Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour ce nouveau point de marché après la clôture du CAC 40 avec une séance qui n'a pas donné grand chose par rapport à la séance d'hier, par rapport à la forte hausse que l'on a connue. Alors sur le CAC 40, nous allons voir, ça s'est plutôt bien passé, mais le reste du marché a été relativement neutre. On a eu assez peu de mouvements justement sur l'ensemble du marché mondial par rapport à la hausse d'hier. Et même si sur le CAC 40 ça s'est bien passé, on peut voir que l'on reste finalement dans les zones de cotation de la séance précédente. Malgré tout, on ouvre en hausse, on termine en hausse, on repasse au-delà de la zone des 8435 points. Au terme de cette séance, le CAC 40 termine à 8447,27 et gagne 0,75% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui reste positive, forte pression même au niveau du RSI en version dynamique. Les histogrammes du MACD continuent à donner des signaux positifs. Les volumes par contre sont en net recul par rapport à la séance précédente. Au niveau du palmarès des valeurs, ce qui change peut-être un petit peu, c'est que nous avons énormément de grosses pondérations qui ont des avancées significatives. Publicis Group gagne 2,56%, suivi de Schneider Electric plus de 52%, Safran plus de 4%, Legrand plus de 3%, Hermès plus de 19%, derrière Crédit Agricole, Société Générale ou LVMH sont sur des hausses entre 1,5% et 2%. Au niveau des plus fortes baisses, ST Micro perd 4,05%, suivi de Renault, moins 3,4%. Derrière, Stellantis, Engie ou ArcelorMittal, tout comme Thales et Eurofins Scientifique, sont sur des baisses entre 1 et 2%. Donc, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui ? Toujours ce mouvement lié justement à l'évolution de la situation géopolitique. Donc on attend la confirmation de cet accord cadre qui pourrait donc amener la signature à un traité de paix. En gros, on a quelques semaines pour préparer un traité définitif avec une date donc de réouverture totale du détroit d'Ormuz. Alors nous allons voir que le mouvement le plus spectaculaire, il se situe sur le pétrole, mais sur les indices, je dirais que la marge de progression a été mangée totalement hier. Sur le CAC 40, donc on profite d'une exposition et d'une pondération assez favorable. Nous allons voir que ce n'est pas du tout pareil sur l'ensemble des indices pour valider, ce mouvement. Hier, je vous indiquais que tant que l'on restait ici au-dessus des 8370 points, même 8360, tant que l'on évoluait ici d'une manière haussière, la dynamique était préservée. On a même mieux que ça, puisque la bougie du jour s'inscrit pour la deuxième fois totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger, et même totalement au-dessus de la bande de Bollinger supérieure, ce qui traduit non pas une configuration excessive, mais une pression forte sur l'indice parisien. Vous imaginez bien que sur cette phase, il y a des forces de rappel qui existent. Beaucoup considèrent que ce sont effectivement des configurations excessives et donc short pour jouer ici la phase de consolidation après une forte hausse, surtout en absence de flux mondial. Là, on a des forces qui préservent justement cette hausse et qui permettent au CAC 40 de rester sur ces niveaux élevés. Ce qui explique justement qu'on est sur un signal qui reste fort dans sa construction déjà auparavant et dans sa préservation dans ce que nous avons aujourd'hui. Donc c'est une donnée importante qui peut laisser présager pour la suite d'une poursuite du mouvement d'une manière assez dynamique. Au niveau, des niveaux techniques, donc on attend une poursuite du mouvement, dépassement ici de la zone des 8500 points pour revenir chercher ici la zone des 8537 points. Ce sont des éléments de confirmation. Je vous l'ai montré hier sur le CAC 40 GR, je ne vous le remontrerai pas aujourd'hui puisque la configuration est la même. On sait déjà qu'hier, on a battu virtuellement les records du CAC 40 si on réinvestit les dividendes. Donc globalement, le fait ici d'avoir cette bougie qui va plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier, même si on n'inscrit pas de nouveaux plus hauts significatifs, va aussi dans le même sens. Donc on reste dans un biais haussier, même si d'un point de vue mondial, ça se neutralise. Il faut dire que l'on a les perspectives de la Fed pour demain, qui crée peut-être un certain attentisme au niveau des marchés mondiaux, mais au niveau du CAC 40, le fait que l'on préserve ici 8370 points et les zones, d'affaiblissement qui se situeraient
entre 8300 et notamment 8250 points sont plutôt des bonnes nouvelles. Donc zone 8250 points, on commencerait à nettement affaiblir ici la dynamique. Zone de retournement, toujours la même, sous 8090 points, on aurait effectivement des signaux là qui iraient plus vers un retournement court terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse du CAC 40. D'un point de vue statistique, la configuration que nous avons ici avec ces deux bougies qui sont totalement en dehors des bandes de Bollinger nous donne un nombre d'occurrences trop peu suffisant pour avoir une projection fiable. Mais sachez que ce sont plutôt des signaux haussiers. Le fait d'avoir des phases de pression, c'est un petit peu comme les gaps. Beaucoup de personnes cherchent le comblement des gaps, alors qu'en fait un gap à la hausse par exemple est plus un signal de poursuite du mouvement haussier que d'un signal de retournement pour venir combler ce trou de cotation. On peut le voir par exemple ici sur ces deux gaps baissiers sur lesquels on a eu beaucoup plus d'amplitude ici à la baisse avant d'éventuellement chercher le comblement que de retour immédiat. D'ailleurs, le gap ici n'a toujours pas été comblé, sauf si bien sûr on réintègre les dividendes. Voilà, fin de la parenthèse. Donc on est pour l'instant sur des signaux plutôt positifs. Au niveau du reste du marché, le DAX reste dans une configuration beaucoup plus fébrile. On avait souligné hier l'ouverture ici de ce gap haussier, qui est un gap de rupture si on considère ici que nous étions dans une dynamique plutôt baissière, donc le sens de ce trend. Le fait d'avoir ici une cassure et un gap qui n'est pas comblé, y compris par la séance du jour, nous indique que on est sur une sortie ici de cette dynamique. Mais sans relais, on le voit, on a du mal même à trouver des points hauts significatifs dans ce trend. Bon, ceci dit, on avait eu un retour des cotations du DAX beaucoup plus rapide depuis les records ici qui avaient été inscrits au mois de janvier, même si on considère les plus hauts que nous avions eu ici à la fin février qui correspondent ici au record du CAC. On les avait battus, donc c'est un petit peu, je dirais, c'est un petit peu ambivalent le fait de mesurer ici ces corrélations entre le CAC 40 et le DAX. Là, sur une séquence, je dirais, très court terme, on manque un petit peu le rebond. C'est pour ça que j'appuyais justement sur les pondérations de l'indice parisien pour expliquer justement cette différence. Mais on est beaucoup plus au niveau des indices mondiaux sur un modèle un petit peu comme le DAX que comme le CAC 40. Donc on a ici un mouvement qui reste à la hausse mais qui manque de relais. Malgré tout, même si on n'est pas dans un enclenchement de dynamique haussière, on confirme plutôt la sortie d'une dynamique baissière. Et ce, tant que cette zone de gap ici restera ouverte. Donc on peut trouver ici une zone proche des 24 780, 24 800 points comme zone ici de repère sur la configuration très court terme actuelle pour vraiment préserver cette zone et garder un objectif plutôt haussier de retour ici sur cette zone proche des 25 500 points qui ouvrirait la perspective de nouveaux records sur l'indice allemand. Sur les indices américains, je ne vous le montre pas souvent car le Dow Jones a à mon sens trop de problèmes dans le calcul même de cet indice. Toujours est-il que sur le Dow Jones, on avait un nouveau record hier, on en a un nouveau aujourd'hui. On a une grosse progression ici sur le Dow et par rapport à la phase de consolidation, je vous ai tracé une extension de Fibonacci qui nous amène ici à 53 862 points. Si je voulais vous montrer le Dow, ce n'est pas trop pour ce record, c'est plus pour la configuration moyen terme qu'il y a quelque chose qui nous donne une vue assez remarquable. Si on se place en vue hebdomadaire, voilà ce que l'on a. On a ici cette zone de résistance, donc 45 070 points, qui était donc la zone de résistance, donc qui était une zone record, le Dow Jones est proche ici de ses records. Regardez, on est venu sur cette même zone ici d'un point de vue moyen terme, s'appuyer, alors on sait, il manque quelques points, et puis ensuite on est reparti. Donc c'est un élément important. Est-ce que c'est un effet graphique seulement ou une vraie configuration technique? Vu que nous avons ici un retour à un mouvement haussier qui d'un point de vue court terme semble relativement puissant, on peut considérer que ceci confirme une dynamique moyen terme qui est donc fortement haussière, avec donc désormais un objectif lié à une extension de Fibonacci qui se situe au-delà des 53 800 points.
Sur le S&P 500, on n'est pas sur une reprise haussière ou sur des records. Vous voyez que par rapport à la hausse d'hier, eh bien, on se stabilise, pas de nouveau plus haut aujourd'hui. Là aussi, on a plus l'impression de sortir ici d'une dynamique baissière. Nous étions sur une phase d'accélération qui avait cassé une ancienne zone de support, marqué des contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure, avant de venir sous la moyenne mobile 20 exponentielle. La cassure d'hier nous a fait sortir ici de cette dynamique, mais sans pour autant donner des signaux forts d'une reprise en mouvement haussier. C'est un petit peu ce que l'on attendait aujourd'hui et qu'au final, nous n'avons pas eu. Donc, toutefois, on préserve ici cette zone de gap pour laquelle il n'y a eu aucune tentative de comblement pour l'instant. Donc, sur cette dynamique ici très court terme, on est sur quelque chose de haussier qui semble relativement puissant. On attend une confirmation par un retour ici sur cette zone de record qui se situe sur des niveaux proches des 7617 points. Donc en attente de confirmation, encore une fois je le dis et je le répète, juste avant la Fed, peut-être que c'est aussi cette échéance qui provoque un petit peu d'attentisme, mais ça reste tout de même positif sur l'évolution du S&P 500 à court terme. Sur le Nasdaq, vous voyez que la hausse relativement dynamique que nous avons eue hier, qui nous a rapproché ici des niveaux records sur cet indice, eh bien, on a une tentative de comblement ici. Alors, le gap était beaucoup plus grand sur le Nasdaq que sur d'autres indices, mais il y a une tentative ici de comblement. Alors, ce n'est pas très puissant, on reste tout de même assez haut, mais globalement, eh bien, on reste aussi assez proche des niveaux records. Donc, même avec ce petit signal d'affaiblissement, on reste sur une dynamique assez positive sur le Nasdaq, mais dans l'attente d'une confirmation, là aussi, de la cassure de cette zone de record historique, puisque sur le Nasdaq, on est aussi sur des niveaux historiques, donc au-delà des 30 762 points. Peu de mouvement aujourd'hui sur la paire de devises euro-dollar qui reste toujours sous la zone ici des 1.1615. On est toujours dans une configuration qui alterne les contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure et la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit toujours plutôt comme niveau de résistance. Donc c'est une configuration baissière. On est potentiellement ici sur le point haut d'une dynamique baissière. Si on cassait ici un 16,15 à la hausse d'une manière forte, eh bien on aurait des signaux je dirais, qui iraient vers une sortie de cette dynamique baissière. Je vous rappelle que du point de vue de la tendance globale, on est toujours sur quelque chose de très neutre d'un point de vue moyen terme, puisque ça fait maintenant un an que l'on oscille dans ce même range. Donc pour l'instant, d'un point de vue moyen terme, il n'y a rien en termes de tendance. On s'en tient donc aux dynamiques court terme et donc eh bien, je dirais là où on a une petite dynamique baissière qui serait confirmée en cas de cassure ici des 1,1458, le fait de revenir durablement au-delà des 1,1615 eh bien, nous replacerait donc dans la neutralité de la tendance moyen terme. Sur les matières premières, il s'est passé peu de choses sur l'or qui, après cette attaque ici sur la zone des 4100 $ l'once, eh bien, remonte doucement vers les moyennes mobiles. On est toujours clairement là aussi dans une dynamique plutôt baissière où on a ici pas mal de contacts sur la bolle inférieure et une moyenne mobile qui agit toujours comme résistance. On a aussi la zone des 4550 $ l'once qui agit comme résistance. Donc globalement, on peut apparenter ici le mouvement que nous avons depuis 3 ou 4 séances comme un mouvement de rebond technique qui reste dans une dynamique, je dirais, plutôt baissière. Nous avons même ici un support intraday au niveau des 4367 $ l'once qui agit comme résistance actuellement. Donc même si nous sommes sur un petit rebond et même si le contexte géopolitique devient un peu plus favorable, ça reste baissier pour le métal jaune. Et un des mouvements les plus intéressants et remarquables du jour, eh bien, c'est le mouvement du pétrole. Là, on a un certain attentisme sur les indices. La perspective d'une réouverture totale du détroit d'Ormuz au 29 juin eh bien, a accéléré le mouvement baissier que nous avions déjà pressenti hier sur le pétrole. Hier, je vous disais qu'on restait quand même sur des supports majeurs. Là, le fait de casser 82,50, de revenir sur des plus bas que l'on n'avait plus vus depuis le 17 avril, eh bien, sont des signaux qui sont assez encourageants. Si on cassait ici cette zone des 77 $ le baril, les signaux seraient très importants puisque nous aurions une invalidation de fait de la dynamique qui reste haussière toujours, puisque nous n'avons pas cassé de points bas significatifs. Donc c'est à observer.
on est assez proche, hein, puisque la zone ici des 77 eh bien, n'est plus qu'à 1,5 $, je dirais, des phases de cotation actuelles. Donc je dirais que c'est peut-être le point à surveiller actuellement, le fait d'avoir éventuellement justement cette baisse du pétrole juste avant la séance des vacances, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, pourrait donner des signaux assez intéressants sur les indices donc, de ces deux zones. Et on termine avec les crypto-monnaies. On a de nombreuses crypto-monnaies qui se comportent exactement comme ce que nous avons sur le Bitcoin. Actuellement, on a ici cassé des zones de support. Alors même si ce n'est pas visible ici sur le Bitcoin qui n'a pas cassé ses points bas du mois de février, on les a cassés sur de nombreuses autres crypto-monnaies. Je dirais que la similarité que nous avons sur les phases de construction court terme se font sur l'accélération baissière et le rebond technique qui vient tester ici les moyennes mobiles. On a énormément de cryptos qui sont quasiment sur cette même configuration. Il n'y en a que deux qui sortent un petit peu de l'ordinaire et je vais vous les montrer juste après. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des cours qui restent sur une pression baissière malgré le rebond des derniers jours. On a ici une grosse attaque, on a subi une grosse attaque ici sur ce mouvement baissier sur de nombreuses crypto-monnaies. On rebondit d'une manière peu dynamique, la moyenne mobile agit plutôt comme une résistance. On a du mal à retrouver des niveaux majeurs, y compris comme celui des 66 000 $ pour un Bitcoin, et d'évoluer d'une manière forte et durable au-dessus de cette zone de support ou équivalent sur d'autres crypto-monnaies, pour nous montrer que finalement cette hausse des cryptos, eh bien, elle reste fragile. Donc elle est à confirmer. On avait beaucoup d'espoir ici sur cette phase de construction pour réimpulser un nouveau mouvement haussier. Cet espoir a été totalement anéanti par la dernière baisse que nous avons connue. Pour l'instant, je dirais qu'on n'a pas de signaux assez solides pour croire à un retournement haussier. Donc on continue à observer ici les niveaux qui sont éventuellement attaqués par de nombreuses crypto-monnaies. Et donc parmi ces deux crypto-monnaies que je voulais vous montrer, je vous l'avais déjà montré, celle-là c'est Stellar, donc son mnémonique hein, c'est XLM. Ce qui est intéressant, c'est que là où de nombreuses cryptos, après une accélération baissière, cherchent les moyennes mobiles comme niveau de résistance, là c'est un petit peu l'inverse que nous avons. Alors ce qui est intéressant dans le mouvement des crypto-monnaies, c'est pas trop la dynamique du mouvement haussier, c'est le fait que l'on commence à avoir des actifs qui se décorrèlent de la tendance globale. Et c'est le cas de Stellar qui a eu ici alors un mouvement qui était lié à, je dirais, un horizon spéculatif pour 2027. On a eu la phase de consolidation qui a suivi, qui finalement nous a ramené au niveau des moyennes mobiles, qui a plutôt agi comme support. Et là, sur la reprise de mouvement haussier, eh bien, on a une dynamique qui revient. Alors, ça manque un petit peu de force pour vraiment confirmer l'impulsion initiale, mais ça va plutôt dans le bon sens. Donc on va commencer à regarder, on peut même considérer que cette zone ici des 18 centimes peut faire office, je dirais, d'invalidation d'une reprise haussière de cette crypto-monnaie, mais vu les mouvements que nous avons ici depuis quelques jours, eh bien ça reste une crypto-monnaie qu'il faut continuer à surveiller si on en a un petit peu. Et puis l'autre crypto-monnaie qui donne des signaux un peu moins négatifs que d'autres, hein, je ne parle pas encore de signaux positifs, eh bien c'est Uniswap. C'est une des seules qui revient avec un peu de force ici sur une zone de support qui existait avant la cassure ici que nous avons connue à la fin du mois de mai, début du mois de juin. On a marqué un point bas, on a rebondi, hier encore on était au niveau des moyennes mobiles, mais aujourd'hui on a continué avec une dynamique supérieure aux autres crypto-monnaies et on se rapproche même de la bande de Bollinger supérieure. En unité daily, vous pouvez faire le tour de nombreuses crypto-monnaies, c'est assez rare comme configuration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'est pas encore dans un signal de retournement haussier, mais on est sur une crypto qui surperforme un petit peu le reste du marché. Lorsque nous avons je dirais, toute une classe d'actifs qui est en mauvaise posture, lorsque l'on cherche les mouvements de retournement, eh bien, il faut trouver celles qui montrent des signaux un peu plus dynamiques que d'autres. Et c'est le cas d'Uniswap, hein, c'est-à-dire que sur ces deux derniers jours-là, on a quelque chose qui pourrait nous indiquer que si le marché global devenait positif, eh bien, cette crypto-monnaie ici eh bien, pourrait amplifier, je dirais, le mouvement. Donc pour l'instant, encore une fois, il n'y a rien de confirmé. Ce sont des petits mouvements qui doivent nous mettre la puce à l'oreille et puis nous dire, bon ben, on va surveiller cette crypto-monnaie du coin de l'œil, des fois qu'il se passe d'autres choses positives sur l'ensemble des cryptos, mais globalement, eh bien, cette configuration dénote un petit peu du reste du marché, à voir si cela sera suivi pour la suite.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.